les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons qui tournent en rond. Ah, ces vieilles chansons qui tournent en rond. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire sur le magnifique territoire de l'Estrie, et j'ai bien évidemment nommé CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5. Une radio que vous pouvez aussi écouter via notre site internet au www.cflx.qc.ca. Vous pouvez le faire soit en direct, comme certains et certaines d'entre vous sont déjà en train de le faire, ou encore le faire en rediffusion, c'est-à-dire de pouvoir entendre et réentendre vos émissions préférées par l'entremise de la technologie du podcast, toujours évidemment disponible via notre site Internet. Vous aurez peut-être reconnu au micro votre animateur préféré qui revient un mercredi sur deux. Et je me nomme Étienne Alexis, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de droit collectif Québec, qui produisent pour vous cette émission Kinzo Madère. C'est pour ça que je me dis que je suis votre animateur préféré aux 2 semaines. Là. C'est pas bien difficile. Il y a juste moi qui est là le mercredi midi aux 2 semaines. Là, fait que la compétition, c'est tel que tel. Là, j'ai l'air de dire n'importe quoi, ou j'ai l'air d'être, vous entendez peut-être le sourire là, que j'ai aux lèvres dans ma voix. C'est que, dans le fond, cette émission, avec la prochaine émission qui va avoir quelque part lieu à la mi-janvier, ce sont mes 2 émissions préférées. Pourquoi? Entre autres, parce que ça nous permet de revenir au cours de cette émission sur les prédictions qu'on aura fait lors de la première émission de l'année. C'est toujours très, très drôle de revenir sur ces prédictions 1 an plus tard. Et d'ailleurs, vous nous pardonnerez, hein, on n'a pas toujours été sa coche, là, Monsieur Fournier et moi, qui est encore une fois mon invité. Pourquoi? Vous savez, le problème des prédictions, c'est que ça concerne l'avenir. Hein. Si les prédictions pouvaient concerner le passé, on serait pas mal plus juste et précis dans celle-ci. Et probablement plus riche. Je sais pas si vous l'avez entendu en studio, mais Antonin disait qu'on serait certainement plus riche. Rappelez-vous, Retour vers le futur 2, où notre ami bénéficiait des records de sport là, qui venaient de l'avenir puis qui lui a permis d'être riche. Alors, je pense que c'est ça à quoi... Exactement à quoi je pensais, ce qui trahit un peu notre âge. Ouais, c'était hot pareil. Oui, c'était hot. Quand même, là, Michael J. Fox, on le salue. Vous l'aurez deviné, j'ai le bonheur de mener cette émission du Temps des Fêtes en collaboration avec Monsieur Antonin-Xavier Fournier, qui est professeur de sciences politiques au Cégep de Sherbrooke et auteur à César. Bonjour, Monsieur Fournier. Bonjour, Étienne Alexis. Vous allez nous permettre de nous appeler par nos prénoms, parce qu'en plus, Antonin et moi, on est non seulement des collègues à de multiples égards, mais aussi, à force de se fréquenter durant les années, ça fait 20 ans maintenant. Oui, 22 ans qu'on se connaît. Ouais, Quand on m'endure durant 22 ans, on finit par donner mon ami. Là, c'est comme incontournable. Enfin, bref. Là, mais il faut juste réussir à m'endurer, et ça, c'est vraiment pas dit. On s'est pas chicané souvent. On s'est-tu déjà chicané? Bon, peut-être un peu, là, mais pas beaucoup, non. Du moins, on s'en rappelle pas. Access Analyze, peut-être. Ah oui, ça, c'est sûr qu'il y a eu des parties légendaires d'Access Analyze où on ne se faisait pas de quartier. Chose certaine. Alors, dans le fond, comme c'est le cas depuis quelques années, cette dernière émission va nous permettre, Antonin et moi, de revenir en votre compagnie sur certains événements qui ont été importants pour la région, pour le Québec, voire à l'international. Et là, je parle des affaires canadiennes, par exemple, ou encore états-uniennes. Bref, on va revenir sur ces événements d'importance, et le point de départ sera nos prédictions qu'on avait fait lors de la journée du 18 janvier dernier. Vous allez voir, c'est très drôle. Une des prédictions qui m'a fait sourire, c'est qu'on avait prédit 65 points pour notre ami Lane Hudson, et le Calder, il a fait 66 points. Puis il a remporté le trophée Calder. C'est évidemment toujours très drôle de venir sur ces prédictions-là. On n'avait pas prédit la démission
de Pablo Rodriguez. Hein. Ça il faut dire qu'il n'était pas élu à ce moment-là. Fait que c'est assez rare qu'un chef doit démissionner dans la même année où il a été élu, mais ça, on en reparlera plus tard à l'émission. Tout de suite, on va aller en chanson. C'est une des... Vous savez, le temps des fêtes, c'est aussi un moment culturel qui a sa personnalité qui est propre. Hein? On a nos petites habitudes de consommation, par exemple, le nouveau de donner des cadeaux, de célébrer en famille, de manger des trucs qu'on mange pas à l'année, comme la tourtière ou... c'est quoi là, le gâteau au sandwich? Là, comment ça s'appelle donc? Là? Aucune idée. Tu sais, l'espèce de truc roulé, là, en tout cas, bref. Mais il y a aussi la musique. Ah, vous parlez de la bûche? Ouais, non, mais pas le gâteau de bûche. Là. Il y a une espèce de gâteau sandwich là, qui est roulé. Enfin, bref. J'aimerais ça le le manger. voit que dans le temps des fêtes. Et il y a aussi, évidemment, la musique. Il y a de la musique toujours très festive, mais c'est la musique un peu, rigolote, qui me fait toujours sourire dans le cadre de Noël. Alors, on va aller avec un ultime classique du groupe Bon Doc, nommé Falala. Ce soir, fa la 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 la, et que le ciel aura son voile noir, fa la 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 la. Ils garderont en eux l'espoir, fa la 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 la. Leurs sourires deviendront ivoire, fa la 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 la. Sage, fa la 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 la, fiers et beaux comme des images, fa la 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 la. Ils garderont leurs yeux ouverts, fa la 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 la. C'est leur nuit, c'est leur Noël, fa la 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 la. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Ils garderont leurs yeux ouverts, fa la 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 la. C'est leur nuit, c'est leur Noël. C'est en dimanche et tous assis devant le curé. Quelques-uns sont impatients de découvrir leur beau présent. Le vrai trésor ne peut s'emballer. Fa la 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 la. C'est dans le cœur qu'on doit le trouver. Fa la 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 la. Tant que la neige tombera ce soir. Fa la 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 la. C'est Noël, oui c'est Noël. Fa la 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 la. Une des choses que j'adore avec le direct et surtout le fait qu'on puisse avoir un invité ou une invitée qui est là en présentiel dans les studios, c'est qu'on peut se faire des petits caucus durant les pauses musicales, ce qui nous permet d'enligner nos trucs, tu sais, quelle question ou quel domaine ou quel sujet on va aborder en premier, nanana. Et enfin bref, Antonin et moi, on a eu le goût de vous parler en premier de politique canadienne. C'est ce qu'on va aborder. Premier point à l'international, on va dire ça comme ça. Une de nos prédictions. Alors, Antonin, ta prédiction faite en début d'année, c'était... On avait-tu parlé... En fait, ce qu'on avait parlé, c'est que le Bloc allait avoir entre 38 et 42% lors des élections de 2025. Et on s'est trompé royalement. On s'est trompé royalement parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore que Mark Carney, mais surtout peut-être Donald Trump, allait
complètement changé la dynamique de la politique fédérale. On se rappellera, Étienne Alexis, que le chef conservateur, à l'époque, avait peut-être là, une vingtaine de points d'avance dans les sondages. Ce qui m'avait pas empêché de prédire la victoire des libéraux. Bizarrement. Parce que j'ai réécouté l'émission hier. T'as été très bon. T'as été très bon. J'aurais pas fait ça à l'époque. Mark Carney arrive en scène, bouleversement complet. Donald Trump modifie complètement le cours des relations internationales et finalement la relation qu'il a avec son principal ami de longue date, c'est-à-dire c'est-à-dire le Canada. Et en moins de quelques semaines, on se retrouve finalement avec Mark Carney comme premier ministre désigné, qui déclenche rapidement une élection, qui rate sa majorité de peu, mais quand même, qui réussit à devenir premier ministre, et qui, faut le dire, a été plutôt habile jusqu'à maintenant, à un point tel qu'il réussira peut-être à obtenir sa majorité. Je ne sais pas si ce sera une première dans l'histoire du Canada depuis 1867, c'est-à-dire une majorité acquise en cours de mandat suite à des transferts. Ah, oui. Je ne sais pas si c'est arrivé, je penserais pas, là. Peut-être que c'est possible, mais en tout cas, c'est pas arrivé souvent, ça c'est certain. Donc, un très, très, très habile stratège jusqu'à maintenant, Mark Carney, qui a réussi à bien incarner l'espèce de rigueur budgétaire, ben là, êtes-vous sérieux, monsieur? Non, mais il a réussi à l'incarner. Encore plus dépensier. Il a réussi à l'incarner, mais toujours comme les libéraux, à ne pas la réaliser. Ouais. Alors, c'est intéressant, sincèrement. Puis l'autre affaire, c'est qu'on l'a élu négociateur en chef auprès de Donald Trump, puis en dépit, mon Dieu, de toutes sortes de stratégies. Mais sur ce point, on pourra quand même dire que c'est pas facile de négocier avec Donald Trump, peu importe qui on est. Mais regarde le Mexique, qui fait mieux que le Canada à l'heure actuelle. Donc, tu sais, on a élu pour l'instant pour un mandat qu'il n'a pas réussi. Qu'il ne réussit pas à remplir, en tout cas jusqu'à maintenant. On s'entend. Puis, un autre volet historique, c'est que ça faisait longtemps que les Québécois n'avaient pas appuyé à un tel point le Parti libéral du Canada. Et puis là, ça nous ramène à notre prédiction, ou à ma prédiction, moi, en tout cas, qui avait été peut-être un peu farfelue, là, celle de voir le Bloc qui, à l'époque, était largement en tête dans les sondages. Largement en tête dans les sondages. On se souvient. Comme quoi, ça peut changer très rapidement. À la dinde, autour de la dinde, en 2024-25, le Bloc formait l'opposition officielle du Canada. Oui. Et quelques semaines plus tard, on se questionnait sur sa capacité à exister au-delà des élections qui ont lieu, là. Oui, tout à fait. C'est quand même pas la débandade de 2012, là. 2011, oui. De 2011, je m'excuse. Mais quand même, effectivement, vous avez raison. Quand même. C'était quelque chose. Y a-t-il des élections en 2026, selon vous, Anthony? Ben, on va voir. Moi, je suis très curieux. Des élections fédérales. Des élections fédérales, on s'entend, oui. Les rumeurs circulent beaucoup à Ottawa. Vous savez, on parlait tantôt, Étienne Alexis de Carney, vous disiez, peut-être pas tout à fait réussi à incarner une droite si rigoureuse que ça, mais suffisamment quand même pour réussir à rallier un bon nombre de députés conservateurs qu'on va appeler les Red Tories, là, c'est-à-dire les conservateurs progressistes là, sous l'ancienne appellation, qui se reconnaît plus du tout finalement dans le Parti conservateur, dirigé à la fois par Stephen Harper et par son principal acolyte, là, Pierre Poilievre. Donc, il y a quand même eu, nonobstant ce qu'on pourra dire, un virage à droite de la part du Parti libéral sous Mark Carney. Au niveau environnemental. Au niveau environnemental, entre autres, mais aussi dans une certaine mesure au niveau budgétaire, parce qu'on a coupé dans les dépenses. Là, on veut investir massivement au niveau militaire, ce qui fait exploser le budget, mais quand même. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai l'impression, moi, à cette période de l'année, là, on est le 17, je pense, aujourd'hui, j'ai l'impression que Mark Carney va réussir à aller chercher le député qui lui manque. Est-ce qu'il en perdra? Parce qu'il pourrait perdre Guilbeault, par exemple, éventuellement. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait réussir à avoir sa majorité. Je parle au conditionnel. Et donc qu'il n'y aurait pas d'élection. Qu'il n'y aurait pas d'élection. Et même s'il n'avait pas sa majorité, je suis pas certain que les partis d'opposition, notamment le NPD, à l'heure actuelle, sont en position de force pour s'en aller à l'abattoir d'ici quelques mois. Moi, j'ai entendu parler d'une dette d'à peu près quelques dizaines de millions. Là, genre, dans le cas du NPD. Un 23 millions en dette. C'est ça, là, exactement. Un truc comme ça, donc, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour partir en campagne électorale. Quand on part à moins 23 millions, là, campagne électorale fédérale, je ne sais pas combien ça coûte, là, mais
quand on pense qu'une campagne électorale présidentielle aux États-Unis coûte $1 milliard, donc 2 milliards pour les deux candidats, ça doit certainement coûter au Canada quelques dizaines de millions de dollars. On leur souhaite que ça se passe en été pour pouvoir faire leur tournée en vélo. Ça coûte moins cher. Ouais, ils sont pas dans une belle situation dans le cas du NPD, non, c'est vrai. Non, c'est catastrophique. On peut s'en attrister d'ailleurs. Oui, en ce sens que le NPD a toujours su assumer à certains égards ce qu'on appelle la conscience du Parlement, c'est-à-dire un parti politique qui est en mesure de faire cheminer des politiques un peu plus progressistes que ne l'auraient été ces politiques sans la présence du NPD, avec les seuls libéraux progressistes et conservateurs. Ça force le Parti libéral à être davantage un peu social-démocrate, bien qu'on sent... Mais là, on courtise davantage les conservateurs du côté libéral. Oui, là, de toute façon, la nature profonde du Canada est un pays d'hommes d'affaires. Donc, le NPD est là, mais davantage pour incarner un truc, puis des fois influencer un peu, sans être en mesure de prendre le pouvoir. On l'a bien vu en 2011, malgré un appui massif du Québec, qui a envoyé 59 députés sur 75. Ouais. Cette fameuse vague orange, c'est buté à la rivière des Outaouais et n'a pas franchi cet obstacle naturel. S'il y a une élection, est-ce que ça va mieux pour le Bloc au Québec ou pas? Mon Dieu, c'est une bonne question. À brûle pour point comme ça, moi, mon impression... Moi, personnellement, je vais parler vraiment de mon nom personnel plus qu'à titre d'analyste. Je trouve que Mark Carney est très habile jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il sait bien jouer sur l'échiquier politique. Il est peut-être moins bon orateur que Pierre-Éliott Trudeau, moins, je dirais, capable de convaincre, mais il me semble tout aussi habile au niveau stratégique. Je me méfie, dans une certaine mesure, là, de ses capacités à bien mener sa barque. Beaucoup, par exemple, Étienne Alexis, ont critiqué fortement là, ce qu'il a fait en Alberta avec le protocole d'entente pour l'exploitation là, d'un pipeline qui s'en irait vers l'ouest du pays. Yep. On a dit, entre autres, que Stephen Guilbeault a démissionné à ce moment-là, que le Québec ou une partie de la députation du Québec pourrait l'abandonner, que ça serait dur à vendre. Je partage pas du tout cette analyse-là. Au contraire, mon impression, moi, l'impression que j'ai, l'analyse que je fais actuellement, c'est qu'au contraire, les gens au Québec, en Ontario, mais un peu partout au Canada, sont davantage préoccupés par les questions économiques que par les questions environnementales. On pourrait débattre à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Là, je vais simplement dire c'est un constat. Et dans cette perspective-là, je pense que les dossiers économiques portés par Mark Carney avec ses projets d'intérêt nationaux sont des bonnes cartes qu'il joue actuellement. Il devait calmer l'Ouest, il faut le dire. Mais lequel? Puisque c'est un projet qui doit passer par la Colombie-Britannique, qui, elle, est fortement opposée. Oui, alors on verra comment ça évolue. Et ça, c'est peut-être un côté habile de la part de Mark Carney, parce que lui, il aura appuyé le pipeline. Et si jamais le pipeline passe pas en Colombie-Britannique, il pourra toujours se replier en disant que... J'ai essayé quand même. J'ai essayé, c'est pas ma faute. Mais Brian Mulroney a essayé aussi. Puis... Oui, ça n'a pas fonctionné. Non. En ce qui concerne la Colombie-Britannique, il faut quand même être nuancé. Hein? C'est-à-dire qu'il y a Victoria et il y a Vancouver, puis il y a le reste de la Colombie-Britannique. Ouais. Qui est très, très conservatrice. Et quand je dis très conservatrice, c'est pas simplement là au niveau là, idéologique, là, mais c'est aussi en termes de députation. Quand on regarde une carte électorale de la Colombie-Britannique, oui, Vancouver, oui, Victoria, oui, quelques zones qui sont proches des zones urbaines sont de tendance plus progressiste, soit libérale, soit néo-démocrate. Je parle au niveau provincial, un classique, mais au niveau rural, c'est bleu à la grandeur de la province, autant au fédéral qu'au provincial. Donc, quand on dit que la Colombie-Britannique n'est pas favorable, j'ai envie de vous dire, c'est vrai, pour l'instant. Bonne introduction ou entrée en matière, M. Fournier. Je vous remercie beaucoup et on va aller à une courte pause musicale cette fois. Je pense que un de mes groupes favoris
qui me rappelle mon enfance. Rock et belles oreilles. Et sa chanson, c'est Nono Noël. Dans les parties de bureau, on entend chanter les guerlots. Dehors, les lumières clignotent pendant que les secrétaires grignotent. Le boss est ben colleux, car il a pris un coup ou deux. Mais s'il me pogne encore le cul, il va prendre un coup de plus. Avec une de mes secrétaires, je vais commettre l'adultère. Ma femme n'est pas invitée à danser tout nu dans un autre party. Joanne Sémibelle lance rasant les aisselles. Mais elle a la face encore pleine de poêle. C'est le temps d'acheter des cadeaux, magasinés en bas de zéro. En bas de zéro, c'est ben maudit, surtout sur la carte de crédit. Hey, hey, quand tu vas t'acheter un sapin, t'acceptes de t'en faire passer un. Tu le décores, il est aux anges, mais c'est pas long qu'il est au vidange. Il a pris des pilules de Palo Noël. Il va se frotter sur la fée des étoiles. À la messe de minuit, il y a le curé qui m'ennuie. Les femmes chantent Alléluia, les hommes chantent à quoi belle femme. Pour affronter la bourrasque, tout le monde a apporté son flasque. C'est la fête du petit Jésus, mais même le petit Jésus s'en rappelle plus. Solo! Oh, oh, oh. Changez de côté! Mais non, pas toi, le guitariste, toi, tu joues du bon bord. C'est ça. Après c'est l'échange de cadeaux, tu fais semblant d'être aux oiseaux. Quand tu reçois de ton beau-frère une paire de gants isotolaires. Ma tante Aline est dans le sud pour tromper sa solitude. 3000 piastres pour 8 journées, c'est juste là qu'elle s'est faite fourrer. On se pète les bretelles, on se bourre dans les pretzels. Mais demain les selles seront cruelles. Les petits yoppies pensent à l'Éthiopie. En leur malant du bon ketchup aux fruits. Ah, c'est Rock et belles oreilles. On les aime. C'est Nono Noël. Antonin Xavier, si vous voulez, on va rester dans la politique internationale, faire un lien avec le Canada. Une de vos prédictions l'année dernière, c'était que Donald Trump va continuer de transformer la politique intérieure et internationale et que malgré le fait que il y aurait des défis importants liés au fameux contrepoids ou à la politique des check and balance. Donc, première prédiction complètement réussie. Deuxième prédiction Check sur and le balance, check and balance. complètement raté. Ouais, complètement raté, là. Alors qu'à l'heure actuelle, par exemple, le Congrès se couche complètement sur la question des tarifs. Puis, je veux faire un lien, évidemment, avec le fameux 51e État, qui est un thème plutôt populaire en 2025. Là. Qui est peu utilisé là, depuis quelques mois, quand même. On a moins là. entendu parler, mais à chaque fois Depuis qu'il y a l'élection de l'occasion- Mark Carney. Depuis l'élection de Mark c'est revenu. Oui, c'est revenu un peu. Dans les premières semaines, Ouais, effectivement, c'est il a mis le couvercle là-dessus, là, mais après ça, c'est revenu une couple de fois avec son dôme en or, entre autres, là, qui va nous permettre de se protéger. Tu sais, comme,
comme la guerre des étoiles de Ronald Reagan. Il y a eu un film là-dessus là, récemment, là, d'ailleurs, là, sur la question de missiles qui viennent attaquer les États-Unis. Là. Vous avez vu ça sur Netflix, absolument. Un film assez extraordinaire, là, fait par une grande réalisatrice. Là, j'ai oublié le nom, là, mais les auditeurs doivent savoir de quoi je parle. Oui. OK. Oui. OK. Bon. Ouais, on est revenu là, Alexis, c'est-à-dire au thème des années 80. Incroyable, là, hein? Incroyable. C'est quand même incroyable. Ben, je dis ça parce que vous et moi, on a connu quand même la guerre froide. Là, un peu. Je me souviens de la une de la tribune on s'en rappelle, quand le mur de Berlin a été oui, puis on se rappelle des films de propagande américains, dans notre cas, avec Rocky IV, entre autres. Vous vous rappelez là, de Sylvester Stallone dans la neige, là, quelque part en Russie. Aube rouge. Aube rouge, exactement, oui, tout à fait. Il y a un groupe de jeunes qui se mobilisent contre une invasion russe aux États-Unis. Exactement. C'est en ce sens-là qu'on a connu réellement la guerre froide. C'est vrai. Mais on est revenu sur ces thèmes-là maintenant. Là, donc, c'est la preuve que Donald Trump, pour moi, a transformé l'ordre international. Je pense qu'on ne parlera plus de la période. Je pense qu'on a vraiment passé maintenant une période qui, dans les livres, sera la période 1945-2024. Et je pense que l'élection de Donald Trump va marquer la deuxième élection. Oui, vraiment la deuxième. Celle du 47e président des États-Unis. Ouais. Puis en passant, moi, j'étais de ceux là, qui pensaient quand même que il allait être plus présidentiable dans son deuxième mandat. Et non. Je me suis complètement gouré par rapport à Donald Trump. Et là, je vais dire quelque chose de gros, Alexis. Oh! Je vais dire quelque chose de gros. Chers auditeurs et auditrices, ouvrez bien grand les oreilles. Et c'est vrai, je l'admire beaucoup. Je parle de Donald Trump, je l'admire énormément. En quoi? Il a réussi à transformer la politique américaine comme aucun président n'a réussi à le faire, probablement depuis Franklin Delano Roosevelt. Oui, mais là, ça mérite une admiration parce qu'on peut transformer une admiration, oui, parce que c'est de transformer la politique américaine, de l'amener dans un nouveau paradigme, de transformer les relations internationales. Attention, là. Mais c'était pour le mieux, OK. Quand je dis admiration pas dans le sens est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, admiration pour ce qu'il a accompli. Ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Ouais. C'est simplement un personnage qui est absolument fascinant et qu'on a trop souvent sous-estimé. Ben oui, ça c'est sûr. Trop souvent sous-estimé, et c'est probablement en raison du fait qu'on l'a sous-estimé autant qu'il réussit à aussi bien performer. Donc, moi, vraiment, je suis fasciné par cette bête politique qui transforme profondément l'ordre international, qui a complètement transformé aussi la politique intérieure. Bon, Donald Trump là, nous quittera à la fin de son mandat, on verra comment ça ira. Il a commencé à reconnaître que ça pourrait être difficile pour les élections de mi-mandat. Bien hâte de voir. Mais c'est pas la fin du Trumpisme, hélas, pour certains, puis hurrah pour d'autres. Ouais. Non, effectivement, il a suscité un mouvement qui pourrait très bien lui survivre. Oui. C'est sûr qu'après ça, il va falloir... Contrairement à François Legault, par exemple. Il y a des chances que ça ne le suive. D'ailleurs, mais on va y arriver dans la politique québécoise dans la deuxième partie. Bien évidemment, on va s'en garder quand même. Mais pensez-vous que les États-Unis vont s'en remettre de ça? Puisque là, on est quand même face, par exemple, à un Congrès qui n'est plus en mesure d'assumer ses responsabilités, face à une Cour suprême. Vous savez, une des maximes, très populaire de la politique américaine, c'est il n'y a pas une meilleure façon de perdre un ami que de le nommer à la Cour suprême. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'un président nommait un ou une juge à la Cour suprême, il ne pouvait pas s'attendre de recevoir de sa part des faveurs, même si ça allait à l'encontre de ça, parce que le ou la juge voulait se doter d'une aura d'impartialité, de non-partisanerie. Or, là, on a une Cour suprême qui, comme par hasard, entérine chacune... Qui est vassalisée, là, finalement. Et donc, est-ce que les États-Unis vont s'en remettre? Ben, vous savez, Étienne Alexis,
la démocratie américaine est une démocratie qui est très résiliente. Hein. C'est pas la première immense crise dans l'histoire des États-Unis, crise démocratique, j'entends, là, qu'on connaît au début de la Fédération américaine. Il y a eu ce débat entre les fédéralistes et les antifédéralistes. Ensuite... il y a quand même eu la guerre de confédération. Il y a eu évidemment oui, vous faites référence là, à la guerre de sécession qui a eu lieu là, au milieu du 19e siècle, guerre excessivement importante. J'invite nos auditeurs à aller voir là, et à lire sur le sujet de l'esclavagisme, entre autres. Vous avez peut-être vu, Étienne Alexis, le film fabuleux qui s'appelle Django Unchained de Quentin Tarantino. Oui. Entre autres, c'est un film qui a... pas un film, l'esclavage aux États-Unis est un film qui a... je m'excuse. Est un thème qui a amené des très, très grandes divisions aux États-Unis, notamment au niveau démocratique. Ça s'est poursuivi quand même pendant une bonne partie du 20e siècle. Ces divisions profondes à l'intérieur de la démocratie américaine. Encore aujourd'hui, il y a toujours des comment dire... macartisme. Tu sais, puis là, je peux continuer très longtemps. Au début aussi, au début du 20e siècle aussi, il y a eu des débats importants au niveau démocratique aux États-Unis. Les sénateurs n'étaient pas élus jusqu'en 1913. Ils étaient nommés par les législatures des États des États américains. Il y a plein de jalons dans la démocratie américaine. C'est une crise importante que vivent les Américains à l'heure actuelle, ça fait pas de doute. Et c'est une crise qui est commencée depuis plus longtemps qu'on pense. Parce que cette idée-là de l'absolute power ou de l'absolute executive ou du pouvoir exécutif absolu, c'est un concept qui a été développé par Dick Cheney, qui nous a quittés d'ailleurs cette année en 2025. Dick Cheney, qui a été le vice-président de l'histoire des États-Unis le plus puissant, probablement, de l'histoire. Dick Cheney, ça a été le vice-président de George W. Bush. Là, on est au début des années 2000. C'est lui qui va développer cette idée d'un exécutif là, sans contrainte, sans check and balance. C'est lui qui va faire développer ces concepts-là par des avocats de la Maison-Blanche. Et ces concepts-là seront repris par Donald Trump. Et étrangement, les Cheney vont plutôt combattre Donald Trump au nom de la Constitution, alors qu'ils avaient déjà mis le verre dans la pomme. Je pense aussi à Newt Gingrich, qui comptait parmi les jeunes élus des années à peu près fin 70, début 80, qui a mis les caméras dans le Congrès et qui a tout apporté cette espèce de tradition de la politique spectacle, du clip, qui a finalement, tranquillement, pas vite, attenté à cette culture de la non-partisanerie. Hein. Aux États-Unis, un démocrate pouvait très bien appuyer des initiatives républicaines. Tout à fait. Et, comme on le disait, on votait sur les enjeux d'abord et avant tout. Et non pas sur la ligne de parti. Et Gingrich, avec cette gang, puis avec l'introduction là, de la caméra, puis tout ça, a finalement transformé le Congrès en une politique spectacle où les nuances, où les compromis étaient de moins en moins à la mode. Hein? Et on aimait mieux non plus décrire ses adversaires comme des partenaires potentiels, mais plutôt comme des ennemis à abattre, littéralement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais vous avez raison. Ce qu'on voit aujourd'hui est la conséquence de gestes ou de changements qui sont survenus aux États-Unis et qui remontent à quelques décennies déjà. Déjà. Alexis, avez-vous été un amateur de lutte dans votre enfance? Ben oui. Il y a un bonhomme très important qui s'appelle Jesse Ventura, qui était un lutteur des années 80-90, mais qui va devenir gouverneur du Minnesota à la fin des années 1990, en menant une politique, une campagne complètement anti-parti, complètement atypique. Et c'est de ça que va s'inspirer Donald Trump pour faire sa campagne dans les années 2010, de ce fameux Jesse Ventura. D'ailleurs, Donald Trump avait appuyé à l'époque Jesse Ventura. Oui, tout à fait. Il va gagner finalement pour un seul mandat, va quitter après ça son poste de gouverneur. Mais il avait mené vraiment une campagne anti-élite, anti-parti républicain, anti-parti démocrate. Là. D'ailleurs, c'était un indépendant. Et c'est ce qui va servir donc de modèle à Donald Trump pour ensuite, là, il va quand même phagocyter un des deux grands. Il n'y aura pas absolument, été non, je suis d'accord avec vous, mais c'est-à-dire que votre réflexion était très intéressante sur l'évolution des partis politiques.
j'en ai rajouté une couche avec l'affaire, évidemment, du vice-président Cheney. Ouais. Et là, j'en rajoute une autre avec cette histoire de Jesse Ventura. Tout ça pour dire que Donald Trump n'est pas apparu. Pour nous, Donald Trump est arrivé en 2015-2016, mais en réalité, c'est une vague de fond qu'il y a aux États-Unis. Puis là, on n'est même pas encore embarqué dans critique des élites, difficulté pour le peuple de trouver une voie, les médias sociaux qui leur ont permis peut-être justement de trouver des chambres d'écho et la transformation profonde de la politique américaine et de la politique internationale à partir de ce moment. C'était très intéressant comme discussion sur la politique internationale et canadienne. On va aller en pause, si vous le voulez bien, pour un petit 90 secondes. On a du retard, là. C'était 28 minutes et 30 secondes. Puis là, on est rendu à 33, 34. Désolé, chers auditeurs, auditrices, mais vous ne payez rien pour attendre, puisque vous aurez le bonheur d'entendre à l'instant cette courte pause publicitaire. On vous revient tout de suite après. Il est midi 34 minutes. Vous avez envie d'action? Oui. Envie de gagner gros? Ben là, oui. Sportcoaching.com, le site de paris sportif numéro 1 au monde. OK, mais vous êtes où dans le monde? On est à l'international. À l'international. Mais est-ce que vous êtes au Québec? On est dans l'Internet. Fait que mon argent s'en va... À l'international? Dans l'Internet. Ouais. Non. Je débarque. Non! Le seul site de casino et paris sportifs 100% légal au Québec, c'est celui de l'Auto-Québec. Jouez local, jouez légal, jouez en confiance. Les plus beaux cadeaux ne sont-ils pas les moments partagés? Pour la nouvelle année, réservez vos agendas pour créer des souvenirs au grand espace et offrez-vous des spectacles en famille. Visitez legrandespace.ca. Le Centre culturel et du patrimoine Uplands souhaite à toutes les auditrices et auditeurs de CFLX un merveilleux temps des fêtes. Que cette période soit l'occasion de renouer avec les traditions qui vous sont chères et de savourer de beaux moments, tout en musique. Merci pour votre soutien tout au long de l'année et pour votre attachement à notre patrimoine local. Bonjour, ici André Lachamp, votre député de Richmond à l'Assemblée nationale. En cette période des fêtes, je tiens à vous souhaiter à vous et à vos proches de précieux moments de bonheur, de santé et de sérénité. Que cette pause hivernale soit l'occasion de célébrer, de se retrouver, de recharger nos batteries avant la nouvelle année. Merci pour la confiance que vous m'avez témoignée tout au long de l'année. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, une année 2026 remplie de réussite et d'espoir. Vous êtes-vous déjà demandé où va votre argent chaque mois? Il peut sembler compliqué de gérer votre argent. Heureusement, ABC Questions d'argent offre un programme d'introduction aux connaissances financières gratuit à tous ceux qui souhaitent gagner en confiance financière. Apprenez davantage sur des sujets spécifiques comme le calendrier des dépenses, le magasinage intelligent, emprunter de l'argent et les façons d'épargner. Mieux comprendre la gestion de votre argent est plus facile que vous ne le pensez. Commencez gratuitement aujourd'hui. Pour une meilleure gestion de votre argent, veuillez visiter questionsdargent.ca. Une radio pas pire culturelle. CFLX 95.5 FM. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous êtes de retour à l'émission de chansons et de réflexion, de la dernière émission de l'année, au cours de laquelle, en compagnie d'Antonin-Xavier Fournier, professeur de sciences politiques au Cégep de Sherbrooke, nous revenons sur nos prédictions qui avaient été faites le 18 janvier dernier. C'est toujours très sympathique. On en profite pour parler des grands événements qui ont marqué l'année 2025. Antonin-Xavier, votre première... Et là, on arrive en politique québécoise, puis on va terminer là, avec la politique régionale, là, si on a le temps. Votre première prédiction, on pourrait dire plutôt réussie, était que ça va continuer à mal aller pour le gouvernement caquiste en 2025. C'est une année catastrophique, 2025. Ouais, on pourrait dire ça, là. Ouais, c'est une année catastrophique. Pour François Legault, mon Dieu, que de dossiers qui ont mal été. Là, y a-t-il un bon dossier qui a bien été? Là? Parce que, tu sais, prenons la Constitution. Bon, la Constitution, c'est un excellent dossier dans le sens la Constitution aurait pu être un excellent dossier. Bon, c'est un dossier qui, à la limite, a peut-être été son meilleur dossier, mais qui, néanmoins, demeure mitigé, en tout cas jusqu'à maintenant.
Pour toutes sortes de bonnes et de moins bonnes raisons, mais effectivement, c'est difficile de s'attendre à un moment où chacune pouvait s'élever au-dessus de la politique partisane. En fin de mandat. En fin de mandat, quand tu étais à peine un an des prochaines élections. Mettons que le timing était plutôt plus mauvais que bon. On va se le dire. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, pourquoi avoir pris toutes ces décisions? On va les prendre, là. Un sur la Constitution, le projet de loi 2, évidemment, sur la rémunération des médecins spécialistes. Projet de loi 2. Sur la rémunération des médecins spécialistes. Je dis les médecins spécialistes sur la rémunération des médecins tout court, petite déformation. Troisième projet de loi sur les syndicats, le projet de loi numéro 3, là, qui vient limiter là, finalement l'action de certains syndicats. Peut-être son meilleur coup dans le lot, là, le 3. Ouais, peut-être. Non, je dirais quand même que c'est la Constitution, son meilleur coup dans le lot personnellement, là. En tant que politologue, mais 3 projets de loi qui vraiment arrivent en fin de mandat. On se demande pourquoi ne pas avoir fait ces projets de loi-là en 2022. C'est un gouvernement qui est resté un gouvernement qui gérait à courte vue avec les sondages. Ils sont demeurés obsédés par les sondages. Ils ont été rattrapés par à peu près tous les dossiers parce qu'à force de gouverner par les sondages, on prend pas ou on prend peu de décisions ou on prend des mauvaises décisions. Alors, ils arrivent en fin de mandat et là, ils disent, il faudrait peut-être s'écarter un peu des sondages et là, faire preuve de leadership politique. Sauf que, c'est un peu tard pour faire preuve de leadership politique puis pour faire accoucher aussi des décisions qui peuvent être parfois difficiles et qu'on doit expliquer aussi dans une certaine mesure à la population. Donc, non, ça n'a pas très bien été pour le gouvernement caquiste. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que les caquistes vont oser pousser François Legault vers la sortie? Ça, c'est la vraie question. J'ai raté ma prédiction de l'année dernière. Je veux dire, en début d'année, j'ai prédit que François Legault n'allait pas terminer l'année. Hein. Je disais, la CAQ, c'est son bébé, puis il va vouloir que son bébé... Tu sais, comme n'importe quel parent, on veut que nos enfants nous survivent. Là, c'est comme une évidence. Bon, je me suis trompé de chef. Hein. Il y avait un O quand même dans le prénom du chef qui finit pas l'année, mais c'est pas François. Hein, ce sera Pablo, finalement, puisque même il va l'annoncer à son caucus spécial de 14h30. Là. Ça fait déjà, pour celles et ceux qui se questionnent, on a vu ça dans les médias, Radio-Canada, la presse parle de démission. Donc, voilà un autre parti là, pour laquelle ça l'a mal été. Moi, personnellement, je pense que François Legault peut rester tant qu'il le désire. Je vois mal des gens... Bien que l'être humain est particulier, mais les gens qui forment le caucus à l'heure actuelle doivent leur carrière politique à François Legault. Et pour moi, la loyauté ou le... comment puis c'est quelque chose d'important, la loyauté en politique, on va s'entendre. Là. Oui, là, tu sais, à un moment donné... C'est drôle, là, j'ai des images en tête de personnes qu'on connaît qui n'ont pas toujours été loyales. Non, ça leur a-tu rapporté? Ou... Non, absolument, très peu. Oui, exactement. Donc, moi, j'ai l'impression... On les nommera pas, Alexis. Non. Il pourrait très bien ne pas être le chef aux prochaines élections, hein. Je pense qu'il ne reste plus grand carte dans le jeu de la Coalition Avenir Québec. Les principales cartes qu'il avait dans son jeu, il les a abattues. Je parle de prorogation de la session. Ça, je l'avais prédit, je l'ai eu. Je suis assez content. On parle évidemment du projet de loi sur la Constitution, le projet de loi sur les syndicats, le projet de loi sur les médecins. Donc, c'était tous des cartes qui lui permettraient de reprendre le haut du pavé et il a fait chou blanc. Hein, il n'y a aucune de ces initiatives-là qui a permis au gouvernement caquiste de retrouver la faveur, la confiance de l'électorat québécois. Et là, à un moment donné, il en reste une seule, et c'est de démissionner. Oui. Et là, on verra qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je pense qu'il reste une petite chose à François Legault, et là, je ne parle pas évidemment de remporter les élections. Il reste peut-être une petite fenêtre d'opportunité pour réussir à sauver son parti en allant lui-même à l'abattoir, mais en réussissant à faire une bonne campagne et peut-être en réussissant à sauver les meubles, c'est-à-dire faire élire, par exemple, une dizaine de députés. Ouais. Alors peut-être que ça, c'est un bon scénario pour la CAQ parce que ça permettrait de faire table rase, en quelque sorte, sur les années Legault et de repartir sur de nouvelles bases. Je dis ça de cette manière-là. C'est peut-être la petite carte qui reste, mais vous savez, Étienne, Alexis, en politique, les choses peuvent changer très rapidement. Donc,
ne vendons pas, pardonnez-moi, la peau de l'ours avant de l'avoir tué définitivement. Non, clairement. On l'a vu au niveau fédéral. Mais rappelez-vous les phrases prophétiques de Jacques Parizeau, hein, M. Fournier, on répète pas l'histoire deux fois de la même manière. Je pense pas qu'on va pouvoir répéter deux fois le coup de Mark Carney. Mais l'histoire peut bégayer. Donc, avoir quelque chose qui ressemble à ça, sans que ce soit... Merci à Alexis de me ramener à la dure réalité politique. Le parti, la Coalition Avenir Québec n'est pas le seul parti québécois pour qui ça l'a mal été en 2025. Il y en a même un pour qui ça a moins bien été encore. Vous l'aviez prévu, Québec solidaire, c'est une de vos prédictions. Ça n'a pas bien été pour Québec solidaire, vraiment. Cette année. Puis je pense que on le sentait il y a un an déjà. Ouais. C'était très difficile. À ce moment-là, on était dans le débat il y a un an là, entre la professionnalisation les pragmatiques et les purs et durs. Ouais. Là, en tout cas, les idéologiques et les pragmatiques. Bref. Et si je me rappelle bien, en octobre, on avait l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois avait remporté son pari. Vraiment? Et Vraiment? Finalement... Et c'est Émilise qui est venue tout changer. Mais Émilise s'est fait élire comme co-porte-parole. Et puis là, ça a été une véritable débandade là, de A à Z. Est-ce qu'elle était dure à gérer? Est-ce qu'on voulait pas la gérer? Est-ce que... Peu importe. Ouais. Tout ça, ça a été une autre des grosses crises de l'année qu'on a déjà oubliées d'ailleurs. Et ça a usé beaucoup Gabriel Nadeau-Dubois. Ça a beaucoup usé aussi Christine Labrie. Toute l'aile parlementaire qui travaillait très fort, qui était de centre-gauche, bien campée, mais qui n'était pas extrémiste non plus, qui n'était pas de la gauche radicale. Et ces gens-là, finalement, se sont sentis complètement délaissés dans leur implication. Et ça se termine avec quelque chose d'un peu bancal pour Québec solidaire, qui est le départ, finalement, de Vincent Marissal. On peut-tu dire qu'il a raté sa sortie, il a un peu raté sa sortie, M. Marissal, tout comme il avait un peu raté sa rentrée, parce qu'il avait sollicité à la fois les péquistes et les libéraux. Bref, il semble vraiment, M. Marissal, que j'adorais, je dois dire, comme chroniqueur politique. Là. Vincent Marissal, je l'ai vraiment adoré longtemps. Donc, on a l'impression... de manque de jugement? On a l'impression, finalement, qu'il se laisse aller au plus offrant. Il a un prix. On connaît son prix. On connaît son prix, et son prix, c'est probablement de garder son salaire de député. Quelque chose comme ça, en tout cas. Parce qu'on peut pas être à la fois solidaire, libéral et péquiste en même temps. C'est difficile. Et c'est pourtant ce que M. Marissal semble vouloir être. Donc, moi, savez-vous, ça serait quoi mon fantasme ultime, Étienne Alexis? Ça serait de voir une chronique de Vincent Marissal sur Vincent Marissal. Mais une chronique à l'époque où il était chroniqueur. Ça serait intéressant, là. Jean-François Lisée a fait cet exercice-là. Pour vrai? Oui. Il a joué le jeu de Vincent Marissal sur Vincent Marissal. Non. Il s'est analysé lui-même comme chef de parti. C'est très bien ça. Le stratège analysait le chef de parti. D'ailleurs, Jean-François Lisée est vraiment exceptionnel depuis qu'il a quitté son poste de chef du Parti québécois et qu'il... On le retrouve à son meilleur. Je voudrais pas le comparer à un de ceux qui nous a quittés en 2025 et que je suis content de souligner, qui est Pierre Foglia. Donc, je voudrais pas le comparer à Pierre Foglia parce que je suis sûr que Pierre Foglia me ferait un doigt d'honneur de le comparer à Jean-François Lisée. Mais je trouve quand même que c'est celui qui s'en rapproche le plus depuis le décès de notre ami chroniqueur. Voilà. Il est excellent. Il est vraiment très bon, oui. Avant de parler des partis québécois pour qui ça va bien, on va aller en pause musicale. C'est quoi notre troisième... Hein? Ah, le Père Noël, c'est un Québécois? L'autre... oui, le Père Noël a pris un coup de Québéquissime. On va écouter ça. Imaginez que cette année, le bon Père Noël a pris un coup dans sa tournée. Il faisait froid, il a pris un verre à chaque endroit. Quand il est arrivé, il était gai le bonhomme, car il en avait pris
plus qu'il en faut pour un homme. Il riait, il chantait, il était plus que joyeux. En un mot, il se sentait heureux. En un mot, il se sentait heureux. Il a donné tous ses cadeaux et remis le gros sac sur son dos. Un autre coup, puis il partit, laissant la confusion derrière lui. En ouvrant son cadeau, une petite fille s'écria: oh, un train électrique, mais ça c'est pas pour moi. Le bon Père Noël avait fait des erreurs partout, parce qu'il avait pris trop de petits coups. Le bon Père Noël a pris un coup. Quand il est arrivé, il était gai le bonhomme, car il en avait pris plus qu'il en faut pour un homme. Il riait, il chantait, il était plus que joyeux. En un mot, il se sentait heureux. En un mot, il se sentait heureux. Le bon Père Noël a pris un coup. Le Père Noël a pris un coup. Il le fait pour nous, tous et toutes, parce que, évidemment, durant le temps des fêtes, on aime célébrer, mais jamais avec excès. On s'entend. Et surtout, ce qui est difficile, c'est de trouver un équilibre entre, oui, notre envie de célébrer avec ses proches et amis, avoir des festivités, et le nécessaire repos. Question de pouvoir entamer la nouvelle année du bon pied. Antonin-Xavier Fournier, il nous reste à peine quelques minutes à cette émission que j'adore. Il faut absolument parler des élections à Sherbrooke. OK. On va juste parler 2 secondes. On s'entend-tu que le Parti québécois, s'il veut maintenir l'appui populaire, va falloir qu'il arrête de faire des sorties, par exemple, contre les artistes, par exemple, de demander des élections hâtives, alors qu'il y a absolument... De combattre le projet de loi sur la Constitution. Ou encore, pour une fois qu'il y avait des fédéralistes qui parlaient de Constitution, tabarouette, et puis qui... Non, je suis plutôt inquiet, Étienne Alexis, pour être franc. Moi, j'ai bien connu le Parti québécois dans les années 2000. C'est un parti dont je connais bien les retards. Et étrangement, j'étais extrêmement content de la campagne qu'avait menée Paul Saint-Pierre Plamondon, du nouveau leadership qu'il a insufflé au parti à partir de 2022, finalement. Et là, j'ai comme l'impression de retrouver cette espèce de bête, je parle du Parti québécois, que j'avais quitté avec grand plaisir dans les années 2000 parce que je considérais que c'est un véhicule qui était extrêmement difficile à maîtriser. Parti québécois, c'est un peu comme rouler sur une route asphaltée à moins 20 degrés avec des pneus d'été. C'est un peu ça, le Parti québécois. On ne sait jamais d'où ça vient. On ne sait jamais. Et j'ai l'impression que ce Parti québécois-là avait un peu disparu, en tout cas. Peut-être que c'était une illusion, mais c'était mon espoir. Et là, j'ai l'impression tranquillement qu'on retrouve ce vieux Parti québécois-là. Et j'ai l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon, loin d'être le politicien là atypique qu'il nous avait présenté en 2022, est en train de devenir au contraire un politicien très, très traditionnel. Mm-hmm. J'étais en commission parlementaire, là, il y a de cela peut-être 2 semaines à peu près. C'est toujours fascinant là, d'aller à Québec voir comment ça se passe. Là, dans le fond, c'est
pas différent d'un parlement étudiant ou d'un parlement jeunesse, en passant, là, je le dis pour nos auditeurs, la même chose. Et j'ai été très, très déçu de voir la politique partisane, pas juste du Parti québécois, là, mais des autres partis aussi, mais particulièrement du Parti québécois, parce que c'est là-dessus qu'il s'était présenté en 2022. Il était sur le point de mourir, vous me direz que c'était peut-être plus facile. Maintenant qu'il est en tête des sondages, semble vouloir revenir à des mauvaises habitudes. Et moi, je pense toujours là, au coup d'après. L'objectif du Parti québécois, c'est de faire l'indépendance. Alors, on le sait maintenant, l'histoire l'a prouvé. Le Parti québécois ne fera pas l'indépendance seul. Il va avoir besoin des autres partis, puis il va avoir besoin de la société civile. Et là, jusqu'à maintenant, il semble encore vouloir ne pas collaborer avec les autres partis et ne pas vouloir collaborer avec la société civile. Ça regarde très mal. On s'entend que la recette qui lui a permis de sauver le Parti québécois puis de lui retrouver une certaine faveur au sein de la population, c'est pas la même recette qu'il doit mettre de l'avant pour faire du Québec un pays. Non. Il va falloir qu'il le comprenne assez rapidement. On le lui souhaite. On nous le souhaite. Maintenant, parce que là, on y reste juste quelques minutes là, qui tirent à sa fin. Une de vos prédictions, c'est qu'on allait avoir une course à la mairie sherbrookoise palpitante. Est-ce que cette course a été palpitante, M. Fournier? Pas du tout. Donc, prédiction ratée. Prédiction complètement ratée. Je suis surpris parce que pourtant, on a eu plusieurs candidats. Oui. En fait, j'ai trouvé la course plus intéressante dans les districts qu'à la mairie elle-même, personnellement. Mais non, la course à la chefferie a jamais levé. Pas la course à la chefferie, la campagne à la mairie a jamais levé. On a tenu des espèces de débats sans animosité et tout ça a fait l'affaire énorme de Marie-Claude Bibeau qui a été très habile, qui a été très, très habile. Qui bénéficiait d'un avantage au niveau de sa notoriété publique. Absolument, tout à fait. Et qui a fait une très bonne campagne, finalement, en réussissant à étouffer ses adversaires sous cette idée-là qu'on devait connaître une belle campagne positive. Donc, au nom d'avoir une campagne positive, ça a fait une campagne, finalement, un peu terne. Ouais. Terne, exactement. Mais, puis, je dirais que c'est pas parce que les candidats et les candidates n'ont pas essayé. Hein. Je pense, par exemple, à Vincent Boutin, qui a mis de l'avant des idées. Même très chose intéressant. Pour, Thérèse Kibonge aussi, Guillaume Briand. Exactement. Donc, il n'y a pas eu un manque d'idées ou un manque d'éléments de débat ou de comparaison entre les candidats. C'est juste que on avait l'impression que peu importe ce qui pouvait se passer au niveau des programmes apportés par chacun des candidats et chacune des candidates, qu'au fond, les jeux étaient faits. Exactement. Et il faut le dire, Mme Bibeau a été très habile. Elle est plutôt habile, d'ailleurs, depuis le début de son mandat. J'ai hâte de voir. Là, je dirais que le défaut de Mme Bibeau, c'est pas de savoir si ça sera une bonne ou une mauvaise mairesse. Je pense que Mme Bibeau va être une bonne mairesse. Le vrai défi de Mme Bibeau, c'est de voir comment elle va réussir à gérer le fait qu'elle soit bonne à ce poste-là. C'est vraiment ça que j'ai hâte de voir. Puis j'ai toujours en tête là notre ami Bernard Sévigny, là, qui a été un bon maire. Qu'elle connaît, qu'elle connaît légèrement, qui a été un bon maire, sincèrement, pour Sherbrooke, là, mais qui lui aussi semble avoir eu de la difficulté à gérer le fait qu'il était bon. Vous savez, être bon, c'est une chose, mais faire quelque chose avec le fait qu'on est bon, puis être capable de le gérer, c'en est une autre. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va gérer ça. Est-ce qu'elle suivra le modèle de Bernard Sévigny ou si elle suivra son propre modèle? Ça, l'avenir nous le dira. Je lui souhaite de ne jamais tomber dans cet état d'esprit où, dans le fond, on fait la leçon aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Exactement. Hein? Des critiques en politique, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de vision qui est meilleure que l'autre. Ce n'est que des visions qui sont différentes. Souvent, la vérité se situe entre les deux. Et lorsqu'on voit des politiciens de talent qui ont un bilan, somme toute, tout à fait enviable, se faire, je vais dire, se faire planter aux élections, c'est souvent pour des questions d'attitude où, au final, leur talent finit à quelque part par monter à la tête et, au fond, il n'y a plus que leur idée qui est bonne. Oui, puis c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en même temps, pour faire de la politique, il faut être un peu narcissique. C'est comme... Mais pas trop. Pas trop, c'est ça, exactement, mais ça vient avec. Oui. Tu sais, Joe Biden n'a pas été capable de lâcher le morceau, parce que pourquoi? Parce que c'est à cause de cette espèce de capacité-là qu'on réussit à se présenter en politique. Donc, c'est très difficile de l'abandonner en cours de route. Il y a tout un profil psychologique qui est intéressant là-dedans. Je le dis pas du tout de manière négative en passant, là. Mais, puisque c'est cette force-là
narcissique dans une certaine mesure qui nous a mené cette jusque-là. confiance en soi. Cette confiance en soi-là qui nous a mené jusque-là, ça devient difficile de l'abandonner en cours de route parce que c'est ça qui nous a créé finalement. Très particulier, chers auditeurs, auditrices. J'espère que vous aurez aimé cette émission de fin d'année. Je vais vous faire une prédiction pour laquelle je ne peux pas me tromper. C'est que la prochaine émission aura lieu à notre retour des vacances, quelque part comme le 5, 6, 14 janvier, quelque chose comme ça. Une émission au cours de laquelle nous aurons à nouveau le bonheur d'accueillir Antonin. Et au lieu de faire une revue de l'année sur la base de nos prédictions 2025, eh bien, nous ferons nos prédictions 2026 et dans un an, vous pourrez juger de la qualité de notre boule de cristal. Antonin-Xavier Fournier, professeur de sciences politiques au Cégep de Sherbrooke, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Oui, tout à fait. J'ai déjà hâte d'être avec vous au mois de janvier. On a très hâte. Alors, on se voit l'an prochain, chers auditeurs et auditrices. Je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute de cette émission qui sévit sur la bande FM 95.5 depuis maintenant... bientôt 5 ans, hein, je pense. Ah non, attendez, je pense que c'est 2022 ou 2021. Ah, il faudrait retourner dans nos archives. Mais bref, ça fait quand même plusieurs années. Je pense que nous avons franchi, la frontière là, invisible de l'implication où, après quelques années, on en vient